Salut à toutes et à tous, vous regardez un nouvel épisode de L'œil de Moumou, notre Mourad Guichard que personne ne nous prendra, même pas Donald Trump. Alors je sais pas pourquoi je parle de Donald Trump, mais nous sommes diffusés sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site le média tv.fr, sur le canal 165 de la Freebox et également sur Molotov. On ouvre Mourad sur les préambules. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Toujours ces préambules, là il y a un petit mea culpa, j'ai commis une erreur, j'ai parlé de Géraldine Vosner qui avait largement menti, qui n'avait pas pu donner le moindre nom de député socialiste qui aurait dit, ou d'anciens candidats socialistes qui auraient dit qu'on n'appliquera pas le programme du nouveau Front populaire. Et donc, elle a été tensée par un cadre LFI. En fait, j'avais parlé de Manuel Bompard. En fait, non, c'est David Guiraud. Donc, désolé pour cette confusion et mes excuses à l'intéressé. Et pense sur le bec. Oui, c'est un pan sur le bec. Il y avait longtemps quand même que je n'avais pas confondu les deux. Ensuite, une information. Alors, je remercie Nestor McNaught, donc sur les réseaux sociaux, c'est son pseudo bien évidemment, et qui nous apprend que l'affaire dont on avait parlé, de Trump, qui avait été diffusé, le discours d'investiture, qui avait été diffusé en léger différé sur la RTBF, avait donné lieu à des plaintes. Pour éviter... des dérapages, parce que les dérapages ont été coupés en amont. C'est le fameux, c'est une version autre du fameux cordon sanitaire pratiqué par nos amis belges. Eh bien, il y a des plaintes par les mauvais coucheurs ont été faites contre la RTBF et elles ont été classées sans suite. Donc, merci à Nestor de nous avoir informés. Et enfin, autre bonne nouvelle, la Cour d'appel de Paris, et là c'est Danielle Obono, la députée LFI qui nous l'apprend, la Cour d'appel de Paris a condamné, donc en appel par définition, Éric Zemmour pour diffamation publique, donc il est officiellement condamné et c'est donc un délinquant, une fois de plus, multi-récidiviste. Et c'est parti pour les tops. Oui, alors au départ je voulais... traiter cette information de manière un peu plus, entre guillemets, sérieuse, parce que c'est gravissime ce que va dire Marie-Hélène Toraval, qui est la maire de Romans-sur-Isère, donc une ville qui a connu plusieurs faits divers parfois tragiques, avec des attaques au couteau contre des jeunes gens, notamment. Et d'un coup, comme ça, cette maire de centre-droit qu'on pourrait mettre, je pense, au centre extrême, voire à l'extrême droite, très clairement. Alors, je l'avais repéré dans ses discours, dans ses propos, qui étaient tout à fait confus, tout à fait bizarre, tout à fait extrémiste et surtout hors sol. Elle va donc tenir des propos, elle va être interviewée par Sonia Mabrouk et elle va tenir des propos complètement lunaires. Elle va passer alors à partir d'un endroit, alors à partir, je sais pas, de Bastille pour rejoindre les studios du Média TV, mais elle va passer par Asnières, par Franconville, elle va passer par le Mont-Saint-Michel pour finalement arriver à Bagnolet. Voilà, c'est à peu près ça. Elle va se perdre en circonvolution. Et donc, quand j'ai vu cette scène, en fait, juste après, des internautes m'ont envoyé une vidéo montage de Jean-Benoît Diallo. Alors, quand je parle de montage, c'est pas un montage, c'est-à-dire qu'il n'a pas trafiqué les images, simplement il s'est intercalé à chaque fois qu'elle avançait dans son propos. C'est un peu la spécialité de Jean-Benoît Diallo. Oui, il est excellent là-dedans. Mais alors, il faudrait qu'on l'invite. C'est tout à fait, je lui ai proposé. Et donc, avec son autorisation, on va voir cette vidéo qui est absolument exceptionnelle parce qu'elle correspond exactement à la manière dont j'ai réagi en voyant la vidéo originelle. Cette notion aussi d'arme blanche, elle vient traduire aussi une culture de certaines personnes. Chez qui, par exemple? Pour lesquelles l'arme blanche, le couteau, n'est pas... je veux dire, c'est banal. Oui, mais chez qui? Cette multiplication des attaques au couteau, notamment dans la capitale, mais pas seulement, pour vous, ça relève donc d'un aspect ou d'un caractère culturel? Pour moi, ça relève d'un aspect... d'un caractère culturel. Et culturel, mais chez qui? Et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs. Mais arrête de parler chinois là. C'est-à-dire? Ben oui, c'est-à-dire? Eh bien, bien souvent des personnes qui ont une relation, enfin qui ne sont pas, Allez, je veux dire entre guillemets français de souche, mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec vas-y, une certaine forme de tout simplement un lien avec l'islam. Yes, voilà, ben voilà, tu vois que c'est libérateur, là, ça fait du bien, faut le dire. Hein. En même temps, la cote sur Winamax, elle était pas élevée, là. Je pense que t'étais à 1,01, là. Ah, c'était un Brest-Real Madrid, là, on savait tous où t'allais, hein, mais bon.
Tu nous l'as donné pour notre plus grand régal. Moi, ça me fait plaisir, là. Ah, islam. Ouais, elle a dit ça. Alors, au-delà de l'aspect tout à fait comique et pertinent de ce garçon, il y a la question et poser la question de nouveau des compétences. En quoi cette femme, cette militante politique, qui a l'air, je dis bien a l'air, donne l'impression de s'appuyer sur ces faits divers pour avoir une carrière médiatico-politique, puisqu'on la voit tout le temps maintenant, alors que, et sur les télé, radio, mille collines, alors qu'avant, elle était inconnue au bataillon et qu'elle n'a aucune expertise. Je me demande comment on peut imaginer que parce que des faits divers dramatiques se sont passés sur sa commune, sur le territoire de sa commune, elle peut avoir comme ça d'un coup, de manière innée, une espèce d'expertise, de compétence sur les agressions au couteau avec des chiffres qu'elle sort, je ne sais pas d'où exactement, mais enfin, elle laisse quand même penser qu'il y aurait chaque jour 120 attaques au couteau. On ne sait pas qui, on ne sait pas si c'est dans un cercle privé, un cercle familial, on ne sait pas pour quelle raison, on ne connaît pas l'origine des gens. Simplement, elle va laisser planer l'idée que tout ça est lié évidemment à l'islam et c'est absolument abject. Et je me demande encore ce que fait l'Arcom. Il y a plusieurs internautes qui l'ont saisi. On verra bien la suite, mais je ne suis pas très optimiste. On pourrait créer une rubrique d'ailleurs, mais que fait l'Arcom ? Oui, non, mais mais bon, l'émission durerait 2 heures, je pense, chaque semaine, ce sera un petit peu compliqué à gérer. On continue et là, tu as 2 tops paradoxaux qui vont suivre. Oui, je les aime bien, ces petits tops paradoxaux. Parce que voilà, je réfléchis toujours au moment de classer les informations que je veux partager avec vous. Et puis, je trouve que c'est pas mal, ce top paradoxal. Alors, j'ai découvert un nouveau phare dans la nuit. Alors, il est extraordinaire, ce garçon. Il s'appelle Mathieu Hoc. Il est du think tank. Alors déjà, quand je vois think tank, il y a des lumières qui s'allument là-haut. Je me dis, attention. Et là, c'est un think tank ultra-libéral qui s'appelle, en toute modestie, le Millénaire. Waouh, les gars. Et donc, il va assurer sur un plateau rebelote mille collines, il va assurer le service après-vente de Bernard Arnault, vous savez, qui a tenu un discours en disant trop de taxes, on va partir, les patrons vont partir, la France va être ruinée, ainsi de suite. Il va utiliser une notion qui existe, qui s'appelle le taux d'emploi, mais il va l'utiliser, me semble-t-il, à très mauvais escient. Je vous laisse écouter. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça le véritable cancer de notre pays, et c'est ce qu'a instauré la gauche et sur lequel la droite n'est jamais revenue, c'est qu'on a un modèle économique qui privilégie l'assistanat au détriment du travail. Je vais donner un chiffre très simple pour illustrer. Il y a en France 28 millions d'actifs, 40 millions d'inactifs. Comment c'est possible aujourd'hui dans notre pays qu'on puisse continuer avec aussi peu d'actifs qui payent pour tout le monde, avoir un modèle économique qui soit viable, alors même que les États-Unis ont augmenté le taux d'emploi, que l'Allemagne augmente son taux d'emploi, même si c'est moins le cas sur les dernières années, que la Chine également a augmenté son taux d'emploi. Ce n'est pas en travaillant moins que l'on va produire davantage de richesses pour davantage les répartir. Il faut qu'il y ait plus d'actifs dans notre pays et il faut que le travail puisse rémunérer. Donc il faut inciter au travail. Le problème, c'est que la gauche, c'est malheureusement coupé de la réalité du monde du travail depuis un certain nombre d'années. Baisse d'impôts de... Donc, il va avancer 2 données. Il va avancer la première donnée, qui est 28 millions d'actifs en France en 2024. Alors, c'est un peu plus, mais bon, il faut bien donner un chiffre un peu plus bas pour que ça marche, quoi. Donc, de 28 millions d'actifs, donc de gens qui travaillent et qui font partie du monde du travail, c'est un peu plus large que ça. Et en face, il va mettre... il va mettre 40 millions d'inactifs. C'est-à-dire qu'il va mettre dans le même... Enfin, Mourad, les enfants qui vont à l'école, c'est des inactifs. C'est des feignasses. Il va mettre 40 millions. Vous savez, on dirait les charcutiers qui vous disent il y en a un peu plus, je vous le laisse. Donc il va mettre dans le même seau, dans le même sac, dans le même lot des retraités qui ont cotisé toute leur vie, qui payent de la TVA. Il va mettre des nourrissons. Ça n'a absolument aucun sens. Je ne comprends pas comment il est arrivé à ce truc-là. Et je ne comprends... Il faudrait 15 heures de travail obligatoire pour les enfants de la crèche, peut-être. Je pense que c'est peut-être ça. Mais enfin, son propos de départ, c'est de dire qu'il faut mettre ces grosses feignasses de cancéreux. Il emploie le terme cancer. Les cancéreux d'assistés, il faut les mettre au taf pour qu'on paye les 40 millions d'inactifs. Mais scinder comme ça en deux sur une thèse comme celle-ci, la population en mettant les 40 millions d'inactifs dans le même... Ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. En plus, le mot inactif est un mot déjà qui est absolument connoté et qui ne correspond pas à des catégories réelles. C'est-à-dire, inactif, c'est quelqu'un qui ne fait rien, alors que les retraités, ils créent de la valeur, ils sont
actifs dans les associations, ils sont évidemment, actifs avec leurs auprès petits-enfants. de leurs petits-enfants, Oui, de leurs exactement. proches. Donc c'est et les méprisant. enfants qui vont à l'école, ils ne sont pas inactifs. Évidemment que non, mais sauf que comme c'est un think tank qui intervient dans les médias d'extrême droite, ils sont obligés d'avoir un truc comme ça, ultra-libéral. Je vais le suivre, ce petit Mathieu Hoc, là, parce qu'il m'a l'air prometteur. En plus, il est jeune, donc on va se le cogner un petit moment, je pense. Et je pense qu'il a d'autres choses comme ça aussi précises à nous indiquer dans les prochaines semaines. On continue avec ton second top paradoxal. Oui, alors là, c'est notre cher Bernard-Henri Lévy qui va se retrouver chez Aziza et il va fustiger ce qu'il appelle, alors, le concept, la confusion des valeurs. La confusion des valeurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que enfin, BHL parle d'un sujet qu'il connaît. Je vous laisse écouter. Comme le dit mon camarade Étienne Gernel dans le point de cette semaine, ou non, c'est peut-être Gisbert d'ailleurs. Ouais. Jean-Marie Le Pen est revenu et il s'appelle Rima Hassan. Il s'appelle Rima Hassan. Ouais. Voilà. Donc on est dans un moment de telle confusion des valeurs. Et on passe au flop. On commence par Christine Kelly de CNews. Oui, la fameuse reine Christine. Alors, elle prend vraiment de l'ampleur dans la désinformation, dans le fait de vouloir à tout prix faire partie de la famille, comme je le dis régulièrement. Alors, Christine Kelly, elle va parler de l'accident, vous savez, le terrible accident qui a eu lieu au-dessus de Washington. Hein. C'était un hélicoptère qui s'est fracassé contre un avion. On ne sait toujours pas et on ne savait évidemment pas au moment où elle a enregistré cette émission. Absolument rien de ce qui s'est passé techniquement, de ce qui s'est passé humainement. Il y avait pas de... Je rappelle quand même que à chaque fois qu'il y a un accident comme ça, que ce soit civil ou militaire, là, en l'occurrence c'est les deux cas, il y a des centaines de personnes, d'ingénieurs aéronautiques qui travaillent sur ces questions-là pour essayer de trouver les raisons de ces crashs. Et ils mettent des mois et des mois à rendre des rapports de centaines de pages. Enfin, c'est quelque chose d'assez sérieux. Ben non, elle s'en moque complètement, Christine Kelly. Elle va nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Parce que je vous laisse écouter la raison et ce sur quoi elle s'appuie pour donner une expertise de haut vol sans jeu de mots. L'aéronautique, c'est ceinture, bretelle, double ceinture, double bretelle. Premièrement, en général, tous les accidents, c'est une erreur humaine. C'est pas une erreur technique. Deuxièmement, comment dirais-je, il y a très peu de chances que l'hélicoptère n'ait pas vu l'avion. On peut dire tout ce qu'on veut. Si lui n'a pas vu, il y a en général un copilote. Si le copilote n'a pas vu, il y a les contrôleurs aériens. S'il n'y a pas le contrôleur aérien, il y a le système automatique de l'avion ou de l'hélicoptère qui permet de voir qu'il va se passer quelque chose. Donc dans l'inconscient collectif, mettons les deux pieds dans le plat. Tout le monde pense au 11 septembre. Tout le monde se pose des questions. On peut se la poser avec plein d'interrogations. Mais là, ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu est totalement anormal. Totalement anormal. J'ai travaillé dans l'aéronautique, j'ai eu beaucoup de proches qui ont travaillé dans l'aéronautique. Ce qu'on a vu est totalement anormal. Donc, Madame Kelly est devenue une spécialiste des questions aéronautiques et des théories complotistes en passant, puisque quand même elle explique que ça rappelle le 11 septembre, même si après elle dit « Ah ouais, mais non, attention, on ne veut pas faire peur aux gens et tout ça ». N'empêche qu'elle parle du 11 septembre. Pourquoi ? Parce que en fait, elle aurait été elle aurait travaillé dans l'aéronautique. En fait, on découvre assez facilement quand même, les informations sont facilement consultables, qu'elle a simplement été assez brièvement hôtesse de l'air. C'est absolument délirant. Hôtesse de l'air, c'est-à-dire qu'en gros, un garçon de bureau que j'ai été dans une autre vie peut dire qu'il est spécial. Je sais pas, Gaston Lagaffe est spécialiste de l'économie, de l'édition, de la BD, du management, de tout ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Hôtesse de l'air, c'est complètement, avec tout le respect que j'ai pour les hôtesses de l'air. Enfin, on peut pas se prévaloir quand on a cette fonction-là de connaître et de dire qu'on a travaillé dans l'aéronautique. Mais malheureusement, c'est passé crème auprès des téléspectateurs de cette chaîne. On parle de personnel navigant commercial. Bien sûr. On continue avec une des habituées, une des abonnées de ta rubrique Les flops, c'est Rachel Kahn. Ah oui, alors c'est incroyable aussi, j'ai envie de dire. Elle a vraiment elle va avoir un CV blindé. Elle a une telle haine. Alors je vous rappelle c'est une soutien des pro-génocidaires avec un S. Et elle a une telle haine des Arabes en fait qu'elle va se mettre à applaudir Donald Trump sur la déportation programmée des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a ce projet, soi-disant pour leur bien, c'est-à-dire on va reconstruire Gaza, donc on va les déporter dans des pays alentours. Évidemment, les pays arabes disent non, en fait. Alors même s'il y a toujours eu des
problème historique entre certains pays arabes et les Palestiniens, et le peuple palestinien, pardon. Là, on ne peut pas demander aux pays arabes de soutenir et de participer à une déportation. Imaginez ça. Une épuration ethnique. Absolument. Imaginez ça il y a ne serait-ce que quelques années en Europe de l'Est, où il y a 90 ans, en Europe avec l'extermination programmée des Juifs. Et la déportation, d'abord des Juifs et ensuite leur extermination. Donc ça n'a absolument aucun sens, mais elle va quand même réussir à applaudir Donald Trump, tant sa haine des Arabes est vivace. Je vous laisse écouter. Très intelligent. C'est très intelligent de la part de Donald Trump. Ça fait des mois et des années que l'on sait qu'aucun pays arabe ne veut des Palestiniens. Ça fait des mois, évidemment, depuis le 7 octobre, que l'on sait que le Hamas a pris notamment des personnes, des kibbutzim, donc de gauche, qui ont fait confiance aux Palestiniens, qui les avaient chez eux. Certains otages témoignent, certaines otages témoignent qu'ils étaient détenus chez des Palestiniens. Et Donald Trump, en réalité, alors c'est la folie de Donald Trump et en même temps sa folie intelligente. C'est-à-dire qu'il fait savoir au monde qu'aucun État arabe ne veut des Palestiniens. Alors il nous laisse avec une interrogation, pourquoi ? Donc il cherche à faire pression sur les voisins des Palestiniens. Et pas seulement. Et déresponsabiliser aussi en partie israéliens. Les Israéliens, compte tenu de la question palestinienne, qui est aussi de l'ordre des décisions prises par un certain nombre de capitales arabes. Absolument, mais pas seulement. Je pense là où c'est intelligent, c'est bien sûr, il cherche à faire pression sur la zone, sur les États arabes, mais la bouche en cœur, il dit oui, les droits de l'homme, oui, il faut que les Palestiniens vivent en paix. C'est-à-dire qu'il utilise le langage qu'on a en Occident, sur l'immigration aussi. Pourquoi ils ne veulent pas accueillir les migrants palestiniens, etc., pour renvoyer à la face de l'Occident, parce que les États arabes ne veulent pas les Palestiniens, tout comme Israël aujourd'hui est frileux avec la question palestinienne, parce que c'est d'une ambiguïté totale entre le peuple palestinien, ceux qui luttent, ceux qui sont victimes du Hamas, et les Palestiniens qui sont aussi collabos avec le Hamas. En parlant de haine et d'industriels de la haine, je nomme Jean Quatremer. Oui, alors c'est bizarre parce c'est au moins la troisième fois qu'on en parle en très peu de temps. C'est-à-dire qu'il est très bizarre. Il avait fait, je crois que c'était l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, il avait fait une intervention vraiment clean. Je crois même qu'on lui avait décerné un top parce qu'il avait comparé, justement, l'histoire se répète, il avait comparé cette volonté première, c'était la saison 1, j'ai envie de dire, de ce projet de déportation par Israël des Palestiniens dans un pays africain. Et en fait, il avait comparé ça, justement, c'est ce que devrait réécouter Rachel Kahn, il avait comparé ça au programme nazi, au programme politique nazi qui avec les Juifs, souhaitait justement, avait démarré, effectivement, c'est un fait, par la déportation. Le problème, c'est que quand il sort quelque chose de brillant, notre ami Jean Quatremer, ça a la durée de vie d'un joueur français à Roland-Garros. Et donc, ouais, c'est vrai, et ça dure pas longtemps du tout. Et donc, il est revenu à ses fondamentaux. Et là, répondant à propos de Caroline Yadan, le fameux soutien inconditionnel à Israël et surtout à Netanyahou, il va répondre à Émeric Caron quelque chose de complètement hallucinant. C'est-à-dire que Émeric Caron va qualifier Yadan d'ambassadrice de l'État d'Israël, ce qui s'entend parfaitement, puisqu'elle soutient de manière inconditionnelle, comme je l'ai dit, le régime génocidaire. Eh bien, lui va dire, ouvrez les guillemets, il répond donc à Émeric Caron. C'est fascinant, le même discours, gna gna gna. Et Ouin, il l'appelle Ouin, un député de la Nation, il est journaliste quand même, Jean Quatremer. Et Ouin ne comprend pas que traiter une députée juive, ce n'est pas entre guillemets, c'est Jean Quatremer qui qualifie Caroline Yadan de députée juive. De porte-parole du gouvernement israélien, ça pour le coup, c'est entre guillemets, c'est essentialiser une personne, ce qui est la base même du racisme. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce qu'il reproche à Émeric Caron. Je n'ai jamais lu, jamais vu, jamais entendu quelqu'un comme Émeric Caron parler de député juif. Nous n'avons jamais dit sur ce plateau, à chaque fois qu'on critique évidemment Caroline Yadan, c'est sur la base d'une députée française, on n'a même pas besoin de préciser qu'elle est française, mais jamais il me viendrait à l'esprit de la rabaisser
de l'essentialiser, de la réduire à sa confession présumée. Je ne sais pas, moi, si elle croit en Dieu ou pas, et puis je m'en fous complètement. Imaginez qu'on dise ça pour un député musulman ou un député je ne sais quoi. Député sioniste, oui. Parce que, par exemple, Meir Habib, son prédécesseur, avait dit « Je suis le seul député sioniste de l'Assemblée nationale ». Il l'avait dit lui-même, il le revendiquait. Mais là, je trouve ce dérapage assez magnifique. On continue avec tes nouveaux copains de la revue Frontières. Tu les poursuis de ta vindicte, Mourad, c'est mal. Non, c'est drôle parce que, en fait, tout le week-end et puis au-delà, il y a eu Villeneuve-Saint-Georges, donc dans le Val-de-Marne, est devenu le centre du monde. Tout le monde en parlait, tout le monde se réjouissait, donc évidemment de la défaite de Louis Boyard. Ça, je n'ai pas le communiqué. Je n'habite pas Villeneuve-Saint-Georges, et puis pour moi, c'est pas, avec tout le respect que je peux avoir pour les habitants, c'est pas, c'est pas une mégapole. Eh bien, le Éric Tegner ou Tegnier, alors je ne sais jamais comment on prononce son nom. Il va carrément comparer le résultat de l'élection de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, il y avait une espèce de polémique sur le fait que des membres des colistiers de Louis Boyard, donc le député LFI, seraient pro-Hamas et ainsi de suite, donc pro-terroriste, pro-djihadiste, pro-charia et ainsi de suite. Et il va comparer ça à la bataille de Poitiers. Alors, je vous laisse regarder ce qu'il a publié. Donc Charles Martel, on parle bien de Charles Martel et des Arabes à Poitiers, donc c'est au 8e siècle, je crois, et c'est complètement délirant, d'autant plus que, en fait, c'est ce qu'on appelle une partie du roman national. C'est-à-dire qu'il y a un historien, Christophe Naudin, qui a démontré, qui a écrit des bouquins là-dessus, et qui a démontré que c'était un fantasme, un rêve, cette histoire de Charles Martel qui arrête les Arabes, qui allait conquérir la France et qui allait remonter jusqu'à Dunkerque, et que nous serions à ce moment-là un pays musulman. Ça n'est absolument pas vrai. Je vous invite à aller voir. On ne va pas faire un cours d'histoire, mais c'est une ânerie. Mais la comparaison entre Villeneuve-Saint-Georges et Poitiers et Charles Martel et Poitiers, je trouve ça absolument extraordinaire. Ils n'ont pas de limite, en fait. On continue dans les no-limites et avec Apolline de Malherbe, qui est un des piliers de BFM RMC et qui s'en prend à Sophie Binet. Oui, alors c'est très très problématique parce qu'elle va faire sa procureure comme elle sait le faire. Donc quand c'est Valls, quand c'est des gens de la majorité présidentielle notamment, elle va être très 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 douce, très gentille. Là, on se croirait à question pour un champion quasiment. Elle va lui poser, elle va l'assommer de questions et on revient au service après-vente concernant Bernard Arnault. C'est-à-dire qu'elle va défendre Bernard Arnault, mais de manière complètement claire, nette et précise. Parce qu'elle va poser des questions qui sont en fait des questions qui laisse très très clairement entendre que Bernard Arnault sert la France, sert les Français. Sans lui, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de recettes. Sans lui, la balance du commerce extérieur s'écroule. Et elle va finir, je vous demande vraiment d'écouter la fin avec attention concernant le salaire, les revenus des salariés du groupe LVMH. Elle va sortir une ânerie. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est par inculture? Je ne sais pas du tout. Je vous laisse écouter. Voilà ce que vous avez déclaré des patrons. Les grands patrons, aujourd'hui, coulent le pays. Les rats quittent le navire. Est-ce que vous savez combien LVMH a payé d'impôts l'an dernier? Oui, ce que je sais aussi, c'est que Bernard Arnault a été soumis à un redressement fiscal assez sérieux en 2017, puisque son nom figurait dans les Paradise Papers et qu'il plaçait son argent dans 7 paradis fiscaux. Donc je sais que c'est aussi un fraudeur fiscal. Combien a-t-il payé d'impôts l'an dernier, LVMH? Je crois que c'était 3 milliards, c'est ça? Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est voilà. Un peu plus de 2,5 milliards d'euros en 2023. En réalité, ils ont payé 6 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés dans le monde, dont 40% effectivement en France. Est-ce que vous savez combien il y a d'emplois LVMH en France? Là, c'est une très bonne question. En fait, il y a 40 000 emplois LVMH en France sur 200 000 emplois en tout. Donc, le Made in France est très relatif puisque c'est à peu près 20% des emplois qui sont en France. En fait, il y a 40 000 salariés directs, vous avez parfaitement raison, et on estime à environ 200 000 emplois indirects d'LVMH en France. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le salaire moyen de ces 40 000. Vous le connaissez? Ouais, écoutez, je pense qu'il est à peu près autour du salaire moyen des Françaises et des Français. Il est à 5 780 euros
et c'est sans la prime qui est de 9 000 € par an et par salarié, et 95% des salariés d'LVMH sont en CDI. Donc, comme je le disais, la dernière affirmation est à minima fausse. C'est-à-dire qu'elle va interroger Sophie Binet sur le salaire moyen du groupe LVMH. Ça n'a aucun sens. Le salaire moyen, ça signifie que vous prenez... Alors, déjà, quand on pense aux rejetons de Bernard Arnault, j'imagine les salaires qu'ils ont. Si on prend les 10 premiers salaires à 100 000, 200 000, 300 000 €, évidemment que ça va faire monter mécaniquement le salaire moyen, qui n'existe pas. Ça n'existe pas, un salaire moyen. Il peut y avoir 20 000 personnes qui sont au SMIC, et puis d'un coup, vous avez les revenus de Bernard Arnault ou de ses fils. Là, ça fait qu'effectivement, on peut arriver à 5 000 balles. Bah oui, donc évidemment, je vous laisse aller voir si vous ne connaissez pas cette notion de salaire médian, mais c'est celui-ci qui compte naturellement, puisqu'il va prendre en compte justement ces fameux deux groupes de très gros salaires et de salaires moyens, voire de salaires très bas. Donc c'est une malhonnêteté confondante, et je la rangerai vraiment littéralement dans les journalistes militants, parce que là c'est pas possible. Elle ne peut pas faire ça avec cette espèce de morgue de suffisance et ce côté hautain vis-à-vis de Sophie Binet. Elle ne peut pas faire ça et à chercher à la piéger comme elle ne le fait pas avec d'autres. Elle ne peut pas le faire s'il n'y a pas un côté militant, me semble-t-il. Ou alors un côté plan de carrière, puisque quand tu évolues dans la sphère des médias des milliardaires, tu peux passer du média d'un milliardaire au média d'un autre milliardaire. Il y a peut-être de ça aussi, mais je pense que là, elle est quand même convaincue qu'elle va piéger la méchante bolchevique Sophie Binet et qu'elle va effectivement s'attirer les bonnes faveurs de ses futurs employeurs. Tu as raison, c'est pas idiot. Alors, Rachel Kahn, épisode 2, parce qu'on en a déjà Oui, parlé, on absolument. En reparle. Ouais. Rachel Kahn, en fait, elle est cultivée, finalement, elle ne fait pas que du plagiat, et elle parle même le latin juridique. Waouh, chapeau. Alors, on va entendre ça. Hein. Dès qu'on place un truc, une locution latine, tout de suite, ça installe le personnage, quoi. Ça dit, waouh, quoi, elle connaît son sujet. Et là, elle va parler de Louis Boyard, qui est, alors, qu'elle va descendre en flèche. Évidemment, c'est son métier, elle est payée pour ça. Elle vient uniquement pour ça, c'est son contrat. Mais là, elle va tenir un propos qui me semble un tout petit peu excessif. Je vous laisse écouter. Là, c'est vraiment la quintessence de la victimocratie. Exactement. C'est-à-dire, voilà, regardez comme je souffre, j'ai eu tout le monde contre moi. Mais en droit, juridiquement, on a ce principe, cet adage latin nemo auditur, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. À partir du moment où vous êtes contre la France et contre la République, forcément, vous avez la République contre vous. Donc Louis Boyard serait contre la France et contre la République. C'est waouh, quoi. Alors, ce qui m'épate dans leur logorée, c'est qu'en fait, ils emploient exactement les mêmes termes qui étaient employés contre les Juifs pendant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire l'anti-France. Et que ça vient disqualifier. À partir du moment où vous êtes anti-France, quel Français peut dire j'adhère à ce propos, j'adhère à ce discours, j'adhère à ce programme, j'adhère à ces personnages de la France insoumise. L'anti-France, c'est antisémite, là pour le coup, historiquement. Et je trouve ça magnifique, et c'est pas la première fois qu'elle le fait, enfin qu'ils le font, parce qu'ils sont plusieurs à le faire, évidemment, toute la bande de francs-tireurs et autres. Et je trouve ça extraordinaire qu'il n'ait pas la décence de ne pas ressortir des poubelles de l'histoire ce genre de formulation. Il y a des moyens d'attaquer, par exemple, Louis Boyard, d'attaquer la France insoumise, il n'y a pas de problème, je ne suis pas leur avocat. Simplement, d'utiliser ces méthodes-là, je trouve ça vraiment totalement abject. On poursuit avec Georges Kaufmann. Oui, que je connais. Qui est Georges Kaufmann ? C'est un historien, c'est le fils, je crois que c'est le fils de Jean-Paul Kaufmann, enfin, l'ancien journaliste qui était par ailleurs otage, enfin, qu'on voyait quand j'étais jeune tous les soirs en bandeau quand il était au Liban. Absolument, ouais. Qu'on voyait, c'était bien d'ailleurs, je trouvais, je pense notamment à l'époque de Bruno Mazur et d'autres. Je trouvais ça bien d'avoir les photos tous les jours des otages pour ne pas les oublier avec un décompte et tout ça. Enfin, un comptage de jours, puisqu'on ne savait pas quand ils allaient être libérés, bien évidemment. Et donc, Georges Kaufmann, il va être invité chez David Dufresne, donc sur l'une des chaînes de Mediapart, l'une des émissions de Mediapart, et puis il va tenir ce propos absolument lunaire. Il va faire cette comparaison absolument lunaire à propos d'un sujet sur le décès, la disparition de Jean-Marie Le Pen. Je vous laisse écouter. Comment explorer et comment essayer de quantifier l'antisémitisme d'un personnage public. Et c'est vrai que lorsqu'on met côte à côte les déclarations d'un Jean-Marie Le Pen et d'un Jean-Luc Mélenchon, je veux dire, il n'y a pas photo. Enfin, il y a chez Le Pen un antisémitisme tripal, hérité d'une vieille tradition nationaliste qui a son histoire et qui a sa généalogie. Et
à mon sens, chez Jean-Luc Mélenchon, un antisémitisme euphémisé et essentiellement stratégique qui vise à séduire un certain électorat. Et encore une fois, on n'est même pas à sa place, donc il est difficile de se mettre dans la tête de ces rhéteurs qui évidemment jouent avec le feu en glissant vers des rhétoriques qui nous rappellent de lointains souvenirs. Alors, sur le coup, on a été très nombreux à ne pas comprendre qu'il ne soit pas repris. Bon, c'est comme ça. Alors, je rappelle que l'émission est en direct et donc ce qui rend difficile les réparties et puis les rebonds. David Dufresne, je précise, s'en est expliqué, ainsi que Mediapart, au travers d'un communiqué. Et également, en direct, j'ai eu la surprise parce que j'étais invité par chez Lex, LEX, qui fait des Twitch réguliers et qui m'avait invité au titre du média à échanger. Et puis, il arrivait en direct sur le Twitch et il a expliqué aussi que c'était les difficultés du direct dont acte. On n'est pas là pour faire des procès en intention, hein, c'est pas du tout le truc. Mais enfin, voilà, le propos en tout cas merci en tout cas à David Dufresne d'avoir répondu. Mais le propos de Georges Kaufmann est absolument sidérant. Comment peut-on comparer Jean-Marie Le Pen à Mélenchon sans la moindre preuve, sans le moindre commencement, simplement une incantation comme ça? Je trouve ça un peu faites gaffe les gars. Il y a quand même un peu de rigueur à avoir quand on a ce genre d'accusation. Nous ici, je pense quand même qu'on essaye, quand on critique quelqu'un, ça arrive parfois, hein, on montre on montre des images, quoi. On compte sur l'intelligence des gens, on leur montre des images et puis on leur dit voilà pourquoi on dit ça. On lance avec un beau stylo vert à SSE et on laisse les gens évidemment se faire leur propre avis. Alors, on poursuit avec la rubrique Au microscope et cette fois-ci, tu t'intéresses à Caroline Fourest. Caroline Fourest, qui est une chroniqueuse régulière des plateaux télé, notamment sur LCI, qui est également une autrice, si on peut dire, de Franc-Tireur, la feuille, disons, de rédactrice en chef, ouais. La feuille de liaison de la Macronie, si on peut oser. Bref, Franc-Tireur, un journal laïque et républicain, n'est-ce pas? Et universaliste. Caroline Fourest a une actualité récente. Oui, elle a son corps défendant, hein, puisque en fait le cinéaste, l'homme de cinéma, Christophe Ruggia, vient d'être condamné en première instance, je le précise, vient d'être condamné donc à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, ce qui est plutôt une peine sympathique pour le coup. Et c'est dans l'affaire Adèle Haenel, donc la célèbre actrice, hein, qui s'était on se lève et on se casse, hein, vous vous rappelez, au César, et qui, lorsqu'elle avait entre 12 et 14 ans, a été victime, d'après cette décision de justice de première instance, a été victime d'agression sexuelle de la part de cet homme qui avait 14 fois son âge. Voilà, et donc ça a été dénoncé. Et puis est arrivé un bouquin condamnant MeToo, condamnant les féministes et expliquant qu'il fallait relativiser. Alors, le terme précis, c'était proportionner les peines des gens qui ont été reconnus coupables d'agression. Et il y a un livre de Caroline Fourest qui expliquait qu'en fait, il peut y avoir des gestes déplacés, mais qu'il faut graduer. Graduer quoi? Enfin, à partir du moment où on touche au corps d'une femme, sans son accord, il n'y a pas de graduation. Et dans le cas d'espèce d'une enfant? D'une enfant entre 12 et 14 ans. Ça a duré 2 ans, cette affaire, hein, quand même. Hein. Il la recevait chez elle. Enfin bref, je ne vais pas refaire le procès. Mais c'est tombé, donc il y a quelques jours. Il a été condamné. Ça a été une espèce de libération parce que, voilà, Adèle Haenel, d'ailleurs, a été applaudie à la sortie du tribunal parce qu'elle a eu le courage de le faire. Elle a gagné en première instance et on attend évidemment, puisqu'ils ont fait appel, on attend l'appel, la décision de l'appel. Sauf que dans son bouquin, elle a chargé sur plusieurs pages, elle a chargé Adèle Haenel, et elle a excusé Christophe Ruggia, qui, je crois, fait partie plutôt du sérail. Je rappelle que toutes ces histoires ont coûté à Adèle Haenel un changement de carrière, hein, quasiment. Donc, est-ce qu'Adèle Haenel va lui servir à quelque chose à Caroline Fourest? Non. Par contre, est-ce que Christophe Ruggia, qui fait partie du sérail et des gens d'influence qu'elle aime bien côtoyer, va lui servir à quelque chose dans les prochains mois ou les prochaines années? C'est fort possible. Donc, elle va prendre sa défense et pas n'importe comment. Alors, je rappelle que c'est pas n'importe qui, Caroline Fourest. Hein. Je vous laisse écouter la manière dont elle se qualifie elle-même.
favoriser le Rassemblement national ou la majorité présidentielle? Je ne suis pas une femme politique, je suis une intellectuelle. Donc moi, j'ai vraiment envie de clarification dans ce pays, de clarification pour que les Français, justement, s'y retrouvent. Donc je suis une intellectuelle et pas une politique. Waouh. Déjà, se qualifier d'intellectuel soi-même, ça pose un problème, ça vous pose une personne. Alors que toi, c'est un de nos amis qui te qualifie d'intellectuel. Mais oui, Claude. En te décrivant au passage. Absolument, en parlant de mes cheveux complètement hirsutes. Oui, c'est Claude, évidemment, Claude de Troyes, et je salue d'ailleurs Wissam, et je le charge de saluer Claude. Oui, non, c'est tout à fait délirant, d'autant que, regardez, pendant la campagne, je crois que c'était en 2017, si mes souvenirs sont bons, elle va clairement soutenir Manuel Valls, qui est un des copains, voire un des parrains, et je mets le flingue sous l'aisselle, l'un des parrains du printemps républicain. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'évidemment, elle est engagée politiquement, même si elle n'adhère pas à un parti en particulier. Et donc, elle va se lancer dans une défense acharnée de l'agresseur sexuel présumé à l'époque. Et une charge héroïque, façon western, contre la victime présumée, Adèle Haenel. Je vous laisse écouter cet extrait où elle va développer cette théorie vraiment excessivement malsaine. Adèle Haenel, quand elle a pris la parole pour dire des choses très dures, y compris pour porter des accusations contre un metteur en scène pour des gestes déplacés, sans porter plainte contre lui, ce qui fait qu'il n'a pas pu se défendre et qu'aujourd'hui il ne travaille plus. Il a été annulé, il ne travaille plus, et dans le milieu du journalisme, elle a été applaudie, on a reconnu son courage. Donc elle ne peut pas dire que le monde n'a pas changé. Et donc c'était sur LCI, où je crois que sa chronique s'appelle Caroline Fourest en roue libre. Alors je ne sais pas si c'est un jeu de mots au 114e degré, parce qu'effectivement elle est en roue libre totalement, on ne la maîtrise pas du tout, et qu'elle dit tout et n'importe quoi, et là ça prend un virage un peu problématique. Et on va la retrouver comme ça pendant des mois après la sortie de son bouquin. Et ça c'est aussi un problème, hein. Je ne comprends pas comment se fait-il qu'elle se retrouve sur tous les plateaux, tous, on en avait parlé ici une fois, mais tous les plateaux, que ce soit privés, publics, des chaînes concurrentes, y compris LCI, BFM et compagnie. Je ne comprends pas l'attrait qu'on peut avoir pour cette femme qui est quand même taxée de serial menteuse, hein, je le rappelle quand même. Elle ment régulièrement, elle raconte des approximations, elle amoindrit, c'est une révisionniste, elle va amoindrir, elle va diviser par 10 le nombre de victimes à Gaza. Enfin, il y a toute une série de choses qui font qu'on devrait, normalement, dans un monde parfait, on devrait ne plus jamais l'inviter, pourtant elle est partout, et notamment, on va la retrouver, elle qui est universaliste, machin bidule, on va retrouver sur un média communautariste, c'est marrant, en l'occurrence RCJ, et elle va développer à peu près la même théorie, le même discours. Quand on voit qu'Adèle Haenel a été récupérée ensuite par un groupuscule sectaire comme Révolution Permanente, dont l'un des chefs soutient Baraka City qui efface les visages des femmes, soutient les chauffeurs de bus salafistes qui refusent de serrer la main des femmes parce que c'est impur, et que cette Adèle Haenel aujourd'hui, la dernière fois qu'on l'a entendue, c'était vraiment le visage plus haineux que lumineux qu'on lui a connu, en train de dire qu'en gros tout le gouvernement c'était des violeurs. Il se trouve que dans les ministres il y avait des enfants violés qui ont été violés, donc c'est quand même particulièrement dégueulasse et injuste. Tout ça parce qu'elle est dans une quête politique aujourd'hui de pureté. Dans un basculement, ouais. Quand elle dit qu'elle quitte le cinéma, parce qu'en gros tout le monde est violeur. Et qu'on lit le manifeste, le degré de folie de ce manifeste. Il faut le lire dans le détail, que Télérama a trouvé si génial. Mais en accès payant, parce que quand même. Ouais. Je veux dire, là, il y a un moment donné, il y a un business qui n'est pas possible. Il y a un business sur le dos. Comme Mediapart, hein, on peut le dire, Caroline Fourest, et vous en parlez longuement, évidemment. Il y a aussi une thèse, une théorie. Donc là, on va se retrouver sur France Inter. On avait déjà parlé de cette très courageuse auditrice, Laurence, qui l'avait interpellée, qui avait été victime de VSS, de violences sexuelles, et qui va l'interpeller en disant que son propos la choque au plus haut point. Elle était très émue. On va réécouter un extrait, mais surtout, on va réécouter la manière dont elle lui répond. Parce que chez elle, Caroline Fourest, il y a aussi ce truc de ne jamais accepter la contradiction. Jamais. Quand il y a contradiction. Là, heureusement, merci Laurence, il y a contradiction, mais généralement, elle est toujours dans un milieu où elle se fait applaudir, tout le monde se marre de ses vannes pourries. Je pense à Quelle Époque, par exemple, ainsi de suite. Et donc, elle est chez Salamé et Demorand, et elle va donc sur France Inter le matin, et voilà comment elle va répondre à cette auditrice. La nuance. Ah non, mais la nuance, on n'est pas dans le moment de la nuance. Je veux dire, et puis il y a une justice. Il y a une justice pour établir tout ça. Quand les femmes osent parler,
quand on ose aller au-delà de l'omerta qu'on nous met sur la tête et qui est bien présente encore. Et moi, là, ça me gêne beaucoup. Je suis désolée. On ne peut pas avoir ce discours-là pour Madame, quelques est-ce que je peux raisons vous inviter à lire ce livre? Alors merci Laurence pour votre intervention, mais Caroline Fourest souhaite dialoguer avec vous. Moi, je vais vous dire ce que vous venez de dire, madame. Ça me brise en 1000 morceaux, en fait. Parce que le combat, pour essayer de dire, et c'est ce que je dis dans ce livre, qu'il ne faut pas mettre tout sur le même niveau, c'est certainement pas pour empêcher la parole des femmes qui ont été agressées sexuellement et victimes d'inceste. Depuis que j'ai 12 ans, madame, dans mon collège, quand j'ai commencé à voir que mes amis n'avaient pas forcément le même père que moi, c'est la source de mon engagement de faire que cette parole puisse être entendue. J'ai accompagné des femmes victimes de viols qui n'ont pas pu porter plainte toute ma vie. Et je continuerai à le faire toute ma vie, parce que je ne crois pas, moi, qu'un hashtag MeToo et que quelques débats sur le cinéma français suffit justement à purger la conversation que nous devons avoir sur la racine de tous ces maux. Et la racine de tous ces mots, c'est la pédocriminalité. Et la racine de tous ces mots, c'est les viols qui brisent des êtres dès l'enfance et qui font qu'ils reproduisent des comportements de mise en danger, d'addiction, de violence. Et donc, madame, s'il vous plaît, je sais qu'on vit dans une société polarisée où on n'a plus le droit de débattre dans la nuance. Mais ne croyez pas que quand on dit « ne mettez pas sur le même plan », une proposition déplacée. Et ce que vous avez vécu, madame, c'est pour nier ce que vous avez vécu. C'est le contraire. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est qu'elle va être invitée, justement, sur le plateau de l'émission Quelle époque, qui est animée par Léa Salamé, donc la même personne qui va... et ils vont aller dézinguer cette auditrice, Laurence, et elle va, sans contradiction aucune, pouvoir dire qu'elle était au bord des larmes suite aux propos de cette auditrice, que c'est terrible, qu'elle est incomprise. Elle n'arrive pas à accepter que ces propos abjects puissent choquer des gens qui, eux, sont victimes de ce phénomène et qui ont accueilli, évidemment, MeToo avec une respiration en disant « enfin, on change d'air » et comme on dit, alors j'aime pas cette expression, mais la peur change de camp, puisque enfin des procès ont lieu et enfin on reconnaît que dans les milieux comme celui du cinéma, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait récurrent. Alors, elle va aller plus loin, puisque dans toujours cette émission sur RCJ, Radio Communauté Juive, elle va tenir des propos tout à fait surprenants sur les féministes. Parce que son autre combat, c'est le féminisme. Elle combat les féministes et le féminisme. Elle va te dire qu'elle combat les féministes qui ne sont pas comme elle et qui sont, eux, je sais pas... islamo-féministe, gaucho-féministe. Oui, antisémite surtout antisémite, puisque soi-disant les féministes ne s'occupent pas des femmes violées, des femmes israéliennes violées, parce que ils préfèrent s'occuper des femmes palestiniennes. Donc c'est complètement tendancieux. Et là, elle va elle va lancer une charge contre les violeurs sous OQTF. Et elle va dire, sans aucune preuve, que les féministes, donc sous-entendu de gauche, évidemment, que les féministes françaises ne s'intéressent pas, ne dénoncent pas les violeurs sous OQTF au motif qu'ils seraient sous OQTF, donc d'origine étrangère, et qu'elle défendrait donc les Noirs et les Arabes, mais elle ne peut pas le dire comme ça. Donc OQTF, c'est parfait, c'est le terme qui a explosé ces derniers mois, il y a une enquête là-dessus, qui a explosé, notamment grâce à Valeurs médiévales et à tous les médias d'extrême droite qui ont fait monter ce terme-là et qui était passé de quelques centaines, je crois, de citations en 2023. En 2024, c'est en milliers. Et donc, elle va jouer le jeu de l'extrême droite sur cette question-là de manière absolument éhontée. Je vous laisse écouter. C'est plus compliqué au sein de nous toutes, où il y a quand même plusieurs courants. Elles n'ont pas été aussi loin que Judith Butler dans la mise en doute de la parole. Elles ont fait le strict minimum, sous pression. Et pourquoi pour elles ça leur coûte? Parce qu'effectivement aujourd'hui, mais c'est valable pour le tissu antiraciste comme pour le tissu féministe, c'est-à-dire tout le tissu associatif aujourd'hui est entre les mains de l'extrême gauche, la plus LFI qui soit, extrême gauche et LFI, et dans cette nouvelle génération, très 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 à gauche, ils ont une vision du progrès qui est quand même très particulière, qui rejoint celle des révolutionnaires dont je vous parlais dans les années 70, où au fond tout est conditionné à la priorité de la révolution. Si la révolution, et ça dépend du violeur, quoi. Donc ils seront... On l'a vu aussi dans la mort tragique de Philippine. C'est-à-dire qu'ils ont dénoncé l'instrumentalisation de la mort de Philippine par l'extrême droite, que je dénonce aussi. Parce qu'à l'inverse, l'extrême droite
ne s'intéresse aux violences contre les femmes uniquement si le violeur est immigré ou sous OQTF. Quand ça se passe au sein de l'Église catholique, quand ça se passe au sein des familles, ça les intéresse quand même. L'abbé Pierre, tout ça. Beaucoup moins. L'abbé Pierre, ça les intéresse beaucoup moins. Et de l'autre côté, on a une gauche radicale qui ne s'y intéresse que quand c'est l'abbé Pierre, que quand c'est les catholiques, que quand c'est au sein des familles. Mais par contre, quand, encore une fois, si le violeur il est sous OQTF ou il est immigré, pardon, c'est quand même un viol, c'est quand même un meurtre. Et c'est quand même un meurtre qui vise une femme parce que femme. Donc, c'est là où l'universalisme est quand même une boussole qui, à mon avis, est un peu plus juste et un peu plus fine philosophiquement. Et heureusement que le féminisme universaliste continue à exister. Mais force est de constater qu'il est peu représenté dans le tissu militant. Alors, si vous voulez aller plus loin, je voudrais rendre hommage à Faustine Kopiewski, notre consoeur des Inrocks, qui avait fait, au moment de la sortie du bouquin, un très très bon article, enfin une enquête même sur son bouquin, donc elle déjà l'a lu, Faustine, respect, mais en plus de ça, donc, elle avait vu tout de suite les erreurs et les attaques personnelles. Donc tout à l'heure, je vous parlais du passage très long, très très long, sur Adèle Haenel. Elle avait repéré et elle avait compris, elle avait même été... elle s'était auto-censurée, Faustine, en disant, que je ne connais pas, je l'appelle Faustine par confraternité, elle s'était auto-censurée en disant je n'irai pas plus loin dans les citations sur la vie privée, parce qu'elle attaque aussi la vie privée de ses adversaires, en l'occurrence Adèle Haenel. Elle n'ira pas plus loin et donc elle a été vraiment hyper clean sur ça et elle a été visionnaire. L'histoire, comme j'aime bien dire, lui a donné raison. Donc je vous laisse aller voir cet article de Faustine Kopiewski sur le site des Inrocks. Dernière chose, toute dernière chose sur cette affaire, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes mardi, sur les comptes sociaux de Caroline Fourest, que je suis allé visionner juste avant d'arriver, il y a plusieurs tweets sur Villeneuve-Saint-Georges, dont je parlais tout à l'heure, Villeneuve-Saint-Georges, je ne crois pas qu'elle y habite, et zéro sur Adèle Haenel, même pas un message d'empathie, un message d'excuse, rien du tout. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas leur fort, la reconnaissance des erreurs, on va dire erreurs pour être très sympa, et de s'être planté à ce point-là. Est-ce que ça va provoquer, comme ça avait été le cas chez Laurent Ruquier, une réaction des médias suite à cette affaire-là? Est-ce qu'ils vont continuer à l'inviter de manière aussi récurrente? L'histoire proche va nous le dire. Mais on a quelques indices sur la force de l'impunité d'un certain nombre de commentateurs, d'éditorialistes, qu'on prend la main dans le pot de confiture de manquement à la déontologie et qui sont de plus en plus invités. On se demande peut-être que si c'est pour cela qu'ils sont de plus en plus invités, parce qu'ils multiplient les transgressions, ce qui nous apparaît pour nous comme des transgressions, mais qui manifestement passent crème dans les milieux des médias mainstream. Alors on continue avec tes coups de cœur, ou ton coup de cœur, Mourad. J'en ai deux coups de cœur. Alors il y en a un, ça va être un peu... on va souffler un peu de légèreté. Je voudrais... ils nous avaient enchantés pendant le confinement, le très dur confinement. Ils s'appellent les Goguettes. Ce sont des artistes musiciens. Alors, je ne sais pas comment les qualifier. Des musiciens, des humoristes. Ils sont très drôles. Des musoristes. Pardon ? Des musoristes. Voilà, des musoristes, on peut le faire comme ça. Vive les néologismes. Ils nous avaient enchantés, donc je disais, avec une chanson. Ils avaient repris T'as voulu voir Vesoul, et ils avaient donc de Brel, et ils avaient, je crois que c'était T'as voulu voir le balcon et on a vu le balcon. Enfin bon, c'était vraiment pour qu'on respire un peu, quoi. Et là, avec les remaniements, avec les motions de censure et ainsi de suite, ils viennent de sortir un nouvel opus qui est vraiment excessivement drôle parce que mieux vaut en rire, en fait. Parce que la situation est tellement terrible politiquement que mieux vaut en rire avec les Goguettes. Je vous laisse écouter un extrait. Ça fait que Soubaïrou, Barreau et Tabarot sont un barreau en dessous de borne et retaillot. Ça veut rien dire du tout et à chanter c'est chaud. Tiens voilà Repsamen, vite un ibuprofène. La migraine, mais je te le dis, ça ne pourrait pas être pire. Ah, Valls revient aussi. Bon, je retire ce que j'ai dit. Au prochain remaniement, je ne serai pas étonné s'il nommait Claude Guéant ministre de l'Intégrité. Ministre sous Macron, c'est un job à la con. C'est ingrat, t'as même pas de sécurité de l'emploi. À peine ils se font nommer, qu'ils se font remanier. S'ils sont pas remaniés, ils se font censurer. Parfois même, souviens-toi, Oudéa Castéra, ils arrivent sans problème à se censurer eux-mêmes. C'est Squid Game. Sébastien Lecornu, c'est le seul qui bouge plus. Il doit se dire, ça y est, peut-être qu'ils m'ont oublié.
Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un bon confinement. Je repense à Jean Castex, comme on pense à son ex. C'était le bon vieux temps, celui d'Olivier Véran, quand les gouvernements duraient au moins 2 ans. Émouvant. Donc ce sont les Goguettes. Je vous invite à aller voir l'intégralité de leurs travaux sur leur compte, notamment Instagram, qui est bien fourni, avec notamment ce dernier clip. L'autre chose, alors on avait reçu, et puis parlé, alors c'est un double standard, on avait reçu Fouallier il y a 2 semaines, je crois. Et puis, le Fouallier avec A2LIE, donc qui avait fait un travail extraordinaire sur Arthur notamment et sur les années Arthur dans les années 2004-2006, et il a récidivé, il fait un travail assez profond et assez balèze. Là, c'est une vidéo d'une 40aine de minutes sur Sophia Aram, dont on parle régulièrement ici, et qui montre à quel point les obsessions de Sophia Aram ne vont pas, par exemple, vers des questions sociétales, des questions sociales ou de pouvoir d'achat ou je ne sais quoi, mais exclusivement vers la gauche et l'islam, et donc par ricochet vers les musulmans. Il a fait un travail, alors c'est, j'ose pas dire une coproduction, mais nous sommes cités de manière fort sympathique et voire fort amicale dans cette vidéo. Il y a des extraits de cette chronique. Donc je vous invite à aller voir chez Fouallier, donc sur ses réseaux sociaux, cette fameuse vidéo qui est vraiment, c'est vraiment du très 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 bon boulot, et je le félicite pour ça notamment. Alors Mourad, avant de terminer, tu as ton petit rituel, c'est celui des remerciements. Absolument. Alors, il y a très peu de remerciements cette semaine. Vraiment. C'est une promesse. Je vais commencer par Sale Gosse, comme ça s'écrit, c'est sur les réseaux sociaux, on retrouve ses compositions et ses clips qui sont, alors avec une certaine liberté, donc c'est de la chanson, mais avec une certaine liberté, ça va être ouvert, ça peut être repris, enfin il va falloir que j'approfondisse parce qu'on est en contact sur les réseaux, mais j'aimerais bien comprendre son fonctionnement et son but artistique et culturel, mais je trouve ça toujours très sympa ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Il y a également Anne France qui s'appelle sur Twitter Respect the Rules, tout attaché, et dont ça va être prochainement l'anniversaire, donc vendredi, donc le 7 février. Je lui souhaite un joyeux anniversaire un peu avant l'heure, à moins qu'elle voie la vidéo vendredi. Et il se trouve qu'elle est née le 7 février, la même année, alors je ne vous donnerai pas l'année par courtoisie, la même année que moi, donc c'est ma jumelle, ma vraie jumelle. Et ça arrive quand même assez rarement dans une vie. Est-ce que ça t'arrive, toi? T'as croisé des gens nés le même jour et la même année que toi? Pas beaucoup. Mais combien Pourtant, tu dirais je suis à la un bouche? jour glorieux. Peut-être c'est pour cela d'ailleurs. Vas-y. Il n'y a que les êtres d'exception. Dis. Non, franchement, peut-être lors du brevet ou du bac. Oui, bien sûr. Non, pas dans mon cercle le plus proche. En revanche, les gens qui sont nés juste avant, juste après, oui. T'es né quand? Quel jour? Le 21 juin. Ah oui, la musique. Bravo. Solstice d'été. Oh, le rayon, le rayon de soleil. Et également sur les réseaux, Pouette, je pense qu'on l'appelle comme ça, Pouette le poulpe. Et je voudrais également, alors c'est plus personnel, je voudrais également faire un coucou à Marie-Amélie d'Olivet, qui n'est autre que mon épouse, puisque pour que je puisse venir ici à Montreuil et que je puisse repartir tard le soir, il faut un peu qu'elle s'occupe de la maison et des enfants. Et donc, je la remercie. C'est une espèce de collaboratrice de l'œil de Moumou. Et donc, je voulais l'embrasser. Non payé. Non, en plus, bénévole, avec vous, les militante. Et donc, voilà, je voulais l'embrasser très tendrement et puis lui dire à très vite, parce que je vais pas tarder à reprendre le train pour la retrouver. Merci Mourad, et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov. On rappelle que le Média, votre Média, il ne vit que des abonnements et des dons de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Donc si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.